Est-ce que vous connaissez la marque Ming? C'est une marque un peu folle, née à Kuala Lumpur en Malaisie, créée par Ming Tien et ses acolytes. Une marque qui se vend comme des petits pains. Imaginez, le jour de la mise en vente et quelques minutes après, c'est terminé. On a une chance unique avec la venue de Florent à côté de moi, bien connu sous le nom de Petit Samouraï sur Instagram, mais c'est un vrai client. Il vient nous parler de sa Ming 1709 Burgundy. Les amis, restez avec nous pour cet épisode exceptionnel de Petit Samouraï entre amis. Salut Florent, ça va? Salut, ça va très bien et toi? Bienvenue sur le canapé mythique. C'est la première fois qu'on a un samouraï. On a eu un pilote de chasse il y a quelques semaines avec sa Speed. Je sais pas si tu l'as vu. Décollé dans un avion, c'était fantastique. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Et oui, nous, avec Florent, on n'a plus l'âge d'être pilote de chasse, sinon on en aurait rêvé. Non, vraiment plus. C'est vrai que 75 ans, c'est l'âge. 75 ans à deux, hein, ça nous fait 37,5 chacun. Voilà, exactement. Les amis, on se chauffe direct. T'es venu avec, je la vois là. Je suis venu avec, oui, bah oui, bien sûr. Alors, fais voir. Alors, voilà. Alors moi, je suis venu avec quelque chose qui pouvait être pas ressembler, mais avec un cadre, avec un boîtier intégralement. Oui, ça, c'est une boîte aussi assez, une boîte aussi assez originale. Alors, si on peut parler de montre originale, c'est vraiment celle-là, la boîte, le cadran, les index, on comprend pas trop comment tout ça s'est fait. Raconte-nous un petit peu comment t'es arrivé sur cette montre. Alors, comment je suis arrivé sur cette montre? Ben, en fait, je peux même dire comment... Oui, bien sûr, je t'en prie. En fait, quand j'ai vu les premières qui sont sorties, j'étais assez intrigué en fait par cette forme de boîte. Je les avais jamais vues en vrai en fait. Je les avais vues qu'en photo les premières. La marque, je crois, s'est lancée en 2017 si je dis pas de bêtises, donc c'est assez récent. Et voilà, quand je voyais ça sur Instagram, je me disais que ce boîtier était très intéressant. Je savais pas si j'aimais ou pas en fait ces cornes très courtes, ces cornes qui sont quasiment creusées à l'intérieur. Ouais. Voilà, j'étais un peu hésitant sur ces montres, d'autant plus que les premiers cadrans qu'il avait sortis me plaisaient pas trop. Je trouvais que les cadrans étaient pas très intéressants. Il était guilloché déjà? Ouais, il avait peut-être fait des trucs guillochés, mais je trouvais pas ça super qualitatif. Enfin, pour moi, en tout cas, moi, ça me parlait pas. Ces aiguilles aussi étaient moins intéressantes. Enfin voilà, j'avais été intrigué par la marque, mais que j'avais un peu laissé de côté. Et ensuite sont venus petit à petit des nouveaux modèles, puisque donc le principe chez Ming, comme maintenant pas mal de micro-brands comme ça, c'est soit de faire des séries très limitées, soit faire des séries qui sont disponibles, c'est-à-dire qu'ils annoncent à l'avance une série qui va être disponible et ils te disent ça va être disponible à la commande de telle date à telle date, et tu as une semaine pour passer ta commande, donc c'est pas limité en quantité, mais c'est limité en temps. Voilà. Okay. Et le principe, c'est que normalement, ces marques ne refont jamais la même chose. Une fois qu'ils ont fait quelque chose, ils ne refont pas la même chose une seconde fois. Donc ça veut pas dire qu'il ne fera pas un cadran Bordeaux, mais il le fera dans un contexte différent, enfin voilà, différemment. Et peu de temps avant qu'il ait sorti la Bordeaux, il y avait une bleue, d'ailleurs, il y a eu la Bordeaux et la bleue qui sont sorties en même temps, mais peu de temps avant, il avait fait une collab avec Masséna. Oui. Et là, il a fait des cadrans. Ouais, c'est ça. Ils ont fait des cadrans. Ils ont fait des cadrans Honeycomb que là j'ai trouvé assez intéressant. Et nid d'abeille pour les noms. Oui, nid d'abeille, pardon, voilà. Excusez-moi. Que j'ai trouvé assez intéressant, et du coup mon intérêt pour la marque était un petit peu à la hausse, et il se trouve que un de mes bons copains et copains de montre en a deux, des Ming, et un soir à l'occasion d'une rencontre, d'un GTG comme on dit, il avait amené ses deux Ming, et quand j'ai passé à mon poignet, je t'ai fait fissurer. Ah ouais, je me suis dit ah ouais, en fait voilà, c'est parce que bon, ça je le dis souvent, faut pas s'arrêter aux photos. Il y a des montres qui en photo ne donnent pas, des montres qui en photo donnent très bien, et on peut être déçu dans la réalité, comme à l'inverse, on peut être bluffé par quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et là, moi, ça a été le cas. En fait, quand je l'ai posé à mon poignet, cette forme de boîte que je trouvais particulière, alors elle est de toute façon très particulière, mais voilà, à mon poignet, j'ai trouvé ça top. Voilà, et je me suis dit, oh,
oh là là, en fait, c'est super. Et comme peu de temps après, c'est Honeycomb, ils avaient sorti cette gamme donc de 1709 avec cadran bleu et cadran bordeaux guilloché que j'avais trouvé absolument magnifique. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de regarder pour en trouver une. Ouais. Donc moi, j'avais laissé passer en fait le feu, hein, c'était terminé, les commandes étaient passées. Donc j'avais laissé passer le truc. Mais il y a eu un moment en fait où tout le monde a reçu sa commande. Parce que dans ce principe-là, donc tu passes ta commande et puis après c'est 6 mois, 1 an après, les gens les reçoivent. Ouais. Donc à un moment, j'ai vu moi pas mal de gens auxquels j'étais abonné ou pas, enfin voilà, sur Instagram, j'ai vu pas mal de ces bordeaux. Et là tu t'es dit merde, j'ai rien. Et voilà, je me suis dit putain, c'est un peu dommage. Et puis je voyais les photos au fur et à mesure et tout. Et puis après, comme toujours, après ces moments-là, il y a ceux qui les reçoivent et puis ceux qui les revendent assez vite. Ouais. Et j'ai encore un peu tergiversé. J'ai encore un peu tergiversé en fait. J'ai pas tout de suite craqué parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore fait le dîner avec mon ami, donc je les voyais, mais ça a vraiment mon intérêt monté pour ces cadrans que je trouvais magnifiques. Et voilà, donc la vague des reventes était un peu passée, mais bon, une fois que j'ai eu ce dîner avec Emmanuel Fendalton sur Instagram, j'ai réussi quand même à en trouver une assez vite. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion d'en trouver une dans un budget qui me convenait. Ouais. Est-ce que ça veut dire que parce qu'attends, si tu as pu en essayer avec des potes lors de G2G, Good to Go, réunion horlogère, etc., c'est que celui qui l'avait, lui, a décidé de l'acheter sans l'essayer. C'est ça. Lui, il est assez. Voilà. Toi, t'achètes pas sur photo Ça peut m'arriver d'acheter sur photo. Si j'ai pu acheter. Ça dépend du budget, peut-être. Ouais, voilà. Ça veut dire que ça dépend du budget. Ça dépend du coup de cœur que j'ai. Là, j'aurais pas acheté sur photo parce que honnêtement, sur photo, j'étais pas convaincu. En fait, il a vraiment fallu que je les ai en main pour vraiment me rendre compte qu'à mon poignet, ça allait bien. Il y a des montres que je vais trouver très belles en fait. Pour prendre un exemple très simple, une Speed, voilà, une montre plus que mythique. Je trouve ça très beau, je trouve ça très beau en photo, je trouve ça très beau au poignet des autres. Moi, mon poignet, j'aime pas. J'ai jamais eu de Speed. T'as un petit poignet ? Ouais, j'ai un petit poignet, mais c'est pas forcément. En tout cas, quand je vois la longueur du long brin du bracelet, c'est un bracelet court, Atelier Roman, là, je me suis dit, purée, j'ai failli pas la mettre. Hein. Ouais, je suis sur le dernier trou. Hein. Atelier Roman, en fait, il fait 2 tailles. Il fait une taille bracelet court qui, moi, me convient bien, en fait. Alors, ok, donc tu vois des photos, ça passe sur Insta. Vous avez compris qu'on était un peu, on va dire, expérimenté, lié à l'âge et puis aussi à la passion et à la collection. Donc toi, tu sais que d'une photo peut se cacher un truc qui va pas t'aller, qui va pas te plaire, etc. Tu l'essayes, tu te dis pas mal. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit non, mais attends, la prochaine qui sort, j'y vais. Comment ça s'est fait? Tu t'es inscrit. Enfin, d'abord, faut s'inscrire à la newsletter. Ouais, comme ça que tu reçois les infos. Exactement. Alors après, très honnêtement, après cette vague de première, en 2019, si je dis pas, je crois que c'est en 2019, ils ont eu un prix, meilleure révélation, au Grand Prix de l'horlogerie à Genève. Ouais, c'est ça. Ils ont eu un prix pour un cadran cuivre, elle s'appelait Copper, qui est pas mal. C'est là en fait que je pense qu'il y a eu un peu la bascule sur des cadrans un peu plus intéressants. Ensuite, les modèles qu'ils ont sortis après que j'ai commencé à m'y intéresser, ils sont partis sur des modèles beaucoup plus compliqués. Là, on est sur une simple 2 aiguilles, mouvement automatique. C'est quoi quand c'est sorti, c'était quoi, 1000 balles, 1200 balles, 1500 balles? Celles-là, elles étaient, alors les toutes premières, je sais pas, mais celles-là, elles étaient autour de 2000 €, quoi. Je crois que c'était, alors après, ça dépend donc, avec les taxes. Donc plutôt dans le haut de fourchette pour une micro-marque assez jeune. Ouais, c'est ça, exactement. Mais au prix d'entrée d'une automatique chez Longines, quoi. C'est ça, et là, on a un mouvement, bon, c'est un Célita dedans, mais qui est retravaillé par la manufacture Schwarz-Etienne. Il y a une petite complication sympa qu'on pourra voir. Donc bon, parce que là, je la vois pas. Non, non. C'est une montre de toute façon paradoxale. Il y a beaucoup de choses qui. J'ai une petite idée au vu de ce qu'il y a écrit au dos. Hein. Ah peut-être alors. Independent Hours. Ouais, c'est ça, exactement. Mais donc ensuite, moi quand j'ai commencé à m'y intéresser, qu'en effet j'avais la newsletter et que je recevais les newsletters pour les nouveaux modèles qu'ils allaient faire, ils sont partis sur des modèles beaucoup plus sophistiqués avec des complications et des budgets qui étaient plus du tout les mêmes, qui là moi me convenaient pas et m'intéressaient pas. Ils ont fait une heure universelle, ils ont fait un chrono monopoussoir, enfin voilà, ils ont fait des pièces qui étaient... C'est une plongeuse aussi. Ouais, ils ont fait une plongeuse à une époque que j'ai jamais vue, que j'aimerais bien voir d'ailleurs. Mais voilà, donc là, on était sur des séries à chaque fois de 30, 35 pièces, 40 pièces, 15 pièces, 20 pièces, enfin des trucs avec des budgets très hauts. Faut se positionner sans avoir vu une montre sur un gros budget, sur une marque quand même très récente. Et c'est un peu paradoxal, les amis. Il y a une... Est-ce que c'est sur leur site? J'ai un doute. En tout cas, il y a une longue interview de Ming Tien
alors le fondateur qui lead toute une équipe de passionnés autour de lui. Et ce que j'arrive pas à saisir en fait dans leur cheminement, où ils augmentent significativement les prix avec des complications additionnelles, c'est que leur projet de départ, c'était on est entre potes des passionnés de montres. C'est devenu infernal, les augmentations des prix. On peut plus rien acheter. Tout a pris un truc astronomique. Il faut qu'on lance quelque chose où il va y avoir de l'émotion, de la passion, de l'incertitude, de l'interrogation. Et ça aboutit à une montre, franchement, dans le bon sens du terme, qui a ni queue ni tête. C'est-à-dire que ça se rapproche de rien d'autre. Complètement. Et là, le fait qu'ils aillent sur des complications avec des prix très élevés, j'ai l'impression qu'ils sortent de leur ADN perso, ou alors ils n'ont pas le choix économiquement. Moi, je sais pas. Ça, je sais pas. Là, je suis. Alors, bon, ils ont eu cette période-là, et là récemment, ils ont sorti à nouveau une simple. Je sais pas si c'est une 1709 parce que je suis un peu perdu dans la référence, mais on est sur une montre à nouveau 2 aiguilles avec juste un jeu sur le cadran qu'ils ont appelé Sand, et ils ont fait un cadran qui est, je trouve, absolument magnifique. Là, pour le coup, en photo, ça avait l'air vraiment canon. C'est un guilloché, mais en fait en vague, comme on va dire quand on est au bord vraiment de l'eau et qu'il y a ces espèces de petites vaguelettes qui se font sur le sable. En fait, le sable fait comme des mini dunes, quoi, comme dans le désert. Exactement. Et ils ont fait ce cadran qui est, je crois, très très beau. J'ai hésité. Bon, moi, voilà, c'était pas le moment. Puis bon, j'avais déjà la Bordeaux, j'avais d'autres idées en tête. Voilà, je l'ai pas fait. Mais là, pour le coup, voilà, ils sont revenus sur. Alors, je sais plus à combien elle était. On n'est plus à 2000, mais on n'est pas sur les budgets de 1709. Ça signifie quoi? Je sais pas. Je crois que c'est en fait en fonction de leur boîte que sont référencées les montres. Ce qui est pas une mauvaise idée parce que leur boîte est vraiment, je pense, l'ADN de la marque. C'est-à-dire que vraiment cette boîte, elle est très très particulière. Donc des cornes vraiment très très courtes, vraiment très courtes. La montre, elle fait 38 mm, ce qui est quand même pas petit, hein. 38 mm. Elle fait plus petite. Ça paraît plus petit parce qu'en fait les cornes sont très courtes. Il y a une petite ouverture avec une lunette qui est assez imposante. Et un chemin d'heure. Hein, c'est ça, ouais. Mais il est justement ce chemin d'heure, on va dire ces index. Là, pour le coup, il est complètement devant. En fait, il est imprimé sous le cadran, sous le verre. Sous le verre, exactement. Ouais. Et c'est ça aussi, je pense, quand j'ai vu ça en live, parce que bon, en photo, on s'en rend compte, on comprend le principe, mais quand on le voit en live, c'est vraiment spectaculaire. Exactement, en fait, le Luminova est collé, gravé sous le verre, donc on a vraiment une première couche en fait au niveau du verre. Ensuite, il y a cet anneau qui est deuxième hauteur, on va dire, dans la montre. Et ensuite, on a la partie centrale qui est encore plus basse, qui est guillochée. Donc, en fait, on a une montre qui est extrêmement profonde, quoi. Quand on chope la lumière, que la lumière vient dessus, c'est vraiment extrêmement profond, avec ces 3 couches qui distinguent vraiment l'une de l'autre. J'ai essayé, les amis, de faire une prise de vue pour que vous puissiez voir évidemment la profondeur du cadran que t'expliques, hein, puisqu'on est sur 3 étages. C'est ça. On est sur 3 étages. Pour les index, et puis il y a un truc qui est très très sympa aussi, c'est l'aiguille des heures qui épouse parfaitement le cercle intermédiaire. Exactement. Le Luminova de quelle couleur? Alors il est un peu bleu turquoise, entre bleu et vert. Il est vraiment super. Il est très, il est très sympa. Ça, ils ont, je pense, travaillé là-dessus. Ils ont quand même le sens du détail pour pas mal de trucs parce que donc si on rentre plus précisément sur la montre, c'est une montre qui est assez, comme tu disais, un peu déconnante. Elle est pleine de paradoxes. Elle est à la fois très classique. C'est une simple 2 aiguilles. Ouais. Elle a une taille qu'on peut pas dire de montre habillée parce que 38 mm c'est pas forcément une taille habillée. Oui, mais c'est un 38 mm qui, si tu la portes habillée, paraît plus petit. Moi, c'est une montre que je peux porter en t-shirt et ça se porte très bien. Donc, elle est à la fois avec des standards très classiques, à la fois avec quelque chose d'assez moderne et en fait, c'est vraiment une montre de designer. Complètement. Ming, et à la base, il est designer photographe et on sent que c'est une montre de designer. C'est-à-dire qu'on a vraiment des éléments. Je pense qu'il est reparti d'éléments très très basiques, quoi. Vraiment, voilà, une boîte, 2 aiguilles. Et il a fait un truc vraiment à sa sauce à lui. Et il y a vraiment un sens du détail avec cette forme. Alors ça aussi d'ailleurs, la forme des index a changé au fil du temps. Et moi j'aime beaucoup les index qu'ils font maintenant. Mais quand on voit la boucle aussi, la boucle est évidée sur les côtés. Tu vois, sur les flancs, il y a énormément de détails. La couronne aussi a une forme très particulière. Enfin voilà, je trouve que chaque élément de la montre, elle en est même surprenante en fait, cette couronne, tellement elle est décalée. Elle est très très travaillée.
une forte préhension. On pourrait croire que c'est une couronne faite pour une montre de plongée. Ouais, c'est ça. Alors que le reste c'est un galet, et là on a une excroissance. Alors oui, c'est un galet. Elle est assez agréable d'ailleurs à toucher en main, mais j'ai tendance à me dire, en fait, elle cumule un peu tout ce que j'aime pas sur une montre. Moi, j'aime bien avoir des cornes assez longues, au contraire. Ouais. Là, c'est des cornes super courtes. Les cadrans guillochés, oui, ça dépend comment, ça dépend quoi. Là, c'est un guillochage très classique. C'est pas forcément ce que j'attends sur une montre qui est à la fois sport. Enfin, je sais pas. Elle est. Non mais voilà. Après, bon. Tu poses à ton poignet, tu aimes ou tu aimes pas, et moi j'ai adoré. C'est ça. Ce qui est intéressant, vous le savez, les amis, souvent, moi je vous parle d'essayer de répondre à la question pourquoi. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Le quoi, comment sur une montre à 500 balles, à 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles. Bon, le quoi, souvent on le décrit simplement. Là, on a une des aiguilles, donc c'est simple. Le comment, à ce prix-là, c'est fait par, on va dire, la chaîne logistique asiatique. Et puis en plus, ils sont malais. Donc heureusement qu'ils utilisent et ils s'appuient sur Schwartz Etienne. Ouais, c'est assemblé, je crois, en Suisse, et il y a un contrôle final en Malaisie, je crois, mais bon. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que c'est la chaîne logistique de l'industrie horlogère, qu'elle soit helvétique ou non, c'est à peu près les mêmes fabricants. Là, ce qui est intéressant, c'est le pourquoi cette montre. Et là, c'est le pourquoi, ça vient du métier de designer et de photographe, très industriel aussi, Ming-Tien. Et l'autre truc que je trouve intéressant, moi, dans le paradoxe de cette montre, c'est qu'on a le guillochage. Donc le guillochage, dans l'imaginaire, si on creuse un peu, on va l'associer à Breguet. Ouais, complètement. Un truc super important sur les cadrans, donc un symbole de la haute horlogerie. Et on a des index là. Honnêtement, je suis sûr que tu l'as vu, ce film-là, j'en parle souvent. Hein. Là, on mettrait un truc, on serait dans la nuit, on met une lumière à ultraviolet. Là, on se dit, dans Trône, le film, c'est ce qu'ils ont comme montre, avec les aiguilles et les index qui font années 80. Et ça, c'est vraiment sympa. Elle a un copain qui en a une aussi. On en discutait et on tombait d'accord là-dessus. On avait la même idée. Elle a un petit côté pour ces trucs un peu comme ça, un peu de béthune. En fait, il y a un peu des trucs de béthune dedans sur une montre pourtant très classique. Enfin voilà, c'est un espèce d'ovni en fait. Alors moi, ça me plaît aussi parce que j'aime bien les montres un peu singulières. Enfin voilà, qu'on retrouve pas forcément au poignet de tout le monde. Bon, ça c'est des montres, je sais pas exactement combien il y en a eu parce que ça c'était pas une série limitée en nombre, c'était une fourchette, enfin il y avait une fenêtre de tir pour la commander, donc je sais pas combien il y en a eu exactement de fêtes, je sais pas si les numéros qui sont derrière ont quelque chose à voir avec la quantité. Je pense qu'il y en a eu pas mal de fêtes, mais bon voilà, c'est pas une montre en fait, mis à part dans le milieu des collectionneurs, j'ai jamais croisé quelqu'un avec cette montre au poignet et ça voilà, c'est sympa. Ça c'est un truc important pour toi. C'est un truc que j'aime bien, oui, c'est sympa aussi d'avoir des montres un petit peu différentes de ce qu'on peut voir. Ça m'empêche pas d'aimer une Submariner, voilà, mais bon, après, c'est sympa aussi d'avoir des montres un petit peu différentes, qui peuvent piquer l'intérêt des gens. Moi, souvent les gens, ils savent que j'aime bien les montres. Donc, ils regardent souvent ce que j'ai à mon poignet. Et c'est vrai que, et Dieu sait que tu fais des photos toujours avec une belle lumière. Merci. Ça, c'est la base. Non, mais c'est la base. Ouais, c'est pas toujours évident d'ailleurs. Non, mais belle lumière, belle photo. Après, belle lumière, je veux dire aussi des reflets intempestifs, etc. Mais pourquoi je dis ça? Parce que sur la plateforme, et donc vous pouvez retrouver quelques avis de Florent sur la plateforme. En fait, si vous avez de la lumière, votre téléphone avec lequel vous faites des photos, il va pas aller tirer dans la pixelisation et augmenter la sensibilité de l'image. Et donc, de fait, vous allez avoir, avec un iPhone 10, vous avez 10 millions de pixels de résolution, vous allez avoir une photo parfaitement nette. Si vous faites ça dans votre chambre le soir, dans votre salon, dans la pénombre, c'est sûr, votre photo, elle va être au mieux pixelisée et le pire, elle va être floue. Et là, si vous partagez votre avis avec une photo floue, en fait, vous rendez pas hommage à la montre. Non. Donc, on en revient toujours à la même logique. Vous aimez votre montre, racontez-nous votre histoire avec, et puis plus les photos sont belles, plus les gens vont se dire « Waouh !» Mais c'est vrai que c'est top. Parce que en préparant cette vidéo, Florent, en fait, je me suis rendu compte que pour être au courant, alors vous allez me dire, c'est pas très compliqué, mais pour être au courant des prochains lancements de Ming, il faut simplement être inscrit à leur newsletter, et c'est avec leur news qui vous annonce, voilà, on va sortir ça, les commandes, elles sont pour une semaine. C'est ça. C'est pas limité. C'est juste, soit tu la commandes là, et je crois qu'il faut verser 50% de la commande. Ouais, je crois que c'est ça. Alors moi, du coup, en fait, je l'ai acheté d'occasion. Eh voilà, donc, nous y voilà. Moi, j'ai jamais acheté directement chez lui. En fait, je l'ai racheté à quelqu'un qui l'avait, qui voulait s'en séparer. Au moment où je me suis mis à en chercher une, il y en avait plus beaucoup en fait.
Et j'ai réussi à trouver celle-là. Et voilà. Est-ce que ça veut dire que tu regardes ce qui sort là maintenant? Oui. Ah ouais, je regarde ce qui sort. Bah là, la scène qu'ils ont sortie elle te fait de l'œil, hein. Ouais. Mais là, c'est trop tard. J'ai laissé passer parce que bon, je voulais pas la prendre à ce moment-là. Là, le dernier truc qu'ils ont sorti, c'est un bracelet métal pour aller sur ces. Ah non, c'est un bracelet métal pour aller sur leurs boîtes qui sont plus grandes. Ils ont des boîtes parfois en 40 mm justement pour les complications. 22, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je trouve le bracelet un bel objet. Bon, après, je suis pas sûr de porter ça, quoi. Voilà, c'est pas. Et puis bon, c'est pas forcément une montre. Alors, elle est étanche, étanche à 100 mètres, quand même. Mais bon, j'ai suffisamment de montres pour me baigner. Je suis pas sûr que ce soit avec ça que j'irai me baigner, même si elle est étanche. Donc, moi, je l'aime bien sur cuir. Je sais pas si j'irai la mettre parce que le bracelet métal existe pour celle-là. C'est des très beaux bracelets. Maintenant, voilà, c'est des bracelets assez habillés, assez chargés. Il m'a fait penser, moi, au bracelet historique de de chez Breitling. Avec ces maillons intermédiaires un petit peu obliques, puisque j'ai vu, mais c'est que les photos, hein, mais si sur les photos vous voyez un bracelet intégralement en polymiroir, là. Ouais. Puis je trouve que les bracelets métal, c'est compliqué, quoi. En fait, on a quelques références en tête. Qui polluent tout. Voilà, tu sors un bracelet à 3 maillons, on va te dire que c'est un Oyster, tu vois. Donc bon, voilà, le bracelet de l'Oyster, le bracelet de la Nautilus, le bracelet d'une Royal Oak, tout ça, c'est des trucs qu'on a en tête et c'est difficile, je trouve. Enfin, je trouve que c'est un exercice compliqué de faire des bracelets en métal qui peuvent être très beaux, hein. Et puis, ça rajoute en coût de développement pour une jeune marque une blinde. Les amis, avant qu'on continue avec souvenir, là, je veux quand même vérifier tout ce qu'il nous raconte. On va enclencher avec la séquence 60 secondes chrono. Ouais, c'est là pour voir que j'ai tout maratiné, en fait. Voilà, parce que là, là, on parle des bracelets, tout ça, je veux quand même vérifier, les amis. J'ai pas 60 questions. J'ai des questions. Tu me réponds oui ou non, ou la réponse est dans la question. T'es prêt? Ok, je suis prêt. Plutôt plongeuse ou chrono? Plongeuse. Chiffre romain ou chiffre arabe? Arabe. Ta complication préférée? QP. J'ai jamais eu, mais j'aimerais bien un QP. Ah, là, je suis content. Moi non plus, j'en ai pas, mais on est dans la même équipe. Acheteur impulsif ou réfléchi? Un peu réfléchi, quand même. Tu as déjà revendu une montre? Oui. Laquelle? Plein. Beaucoup. Remontage automatique ou manuel? Ça m'est égal. Tu aimes les montres à quartz? Ça me dérange pas puisque j'ai même une journe élégante, donc voilà. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? Ça dépend de la montre. Ta marque préférée? J'adore Patek. Bon, aujourd'hui, Patek me fait un peu moins rêver pour diverses raisons, mais bon, voilà. Et dans les nouvelles marques, on va peut-être dire MB&F, qui je trouve vraiment génial. Montre ronde ou rectangulaire? Ronde, quand même, plus facilement. Intéressé par les micro-marques? Bah ouais, finalement, oui. Une autre que Ming? Dans les micro-marques? Ouais. Baltic, Ferland Marie, Montre Bianchi. Un jour, une Richard Mille? Il y a quelques modèles qui m'intéressent. Je me souhaite d'avoir le budget un jour pour en avoir une. C'est pas la marque qui m'attire le plus, mais il y a un ou deux modèles dont leur est super fine, là, que je me souviens plus du numéro, mais ouais, j'aimerais bien ça. Ouais. Céramique ou titane? Titane. La montre préférée de ta collection? Ma 5711. Bonne ou mauvaise idée d'ouvrir le fond de boîte Oyster chez Rolex? Je sais pas, de toute façon, je saurais pas le faire. Non, mais l'ouvrir au sens, ils l'ont ouvert sur la défense. Ah oui, est-ce que ça c'était une bonne idée? Je sais pas, ça ouais. Tu t'en fous? Ouais, je m'en fous en fait. Bracelet acier ou bracelet cuir? Ça dépend vraiment de la montre. Après, ça dépend de la saison aussi. S'il ne devait t'en rester qu'une dans ta collection? La 5711. Le modèle de tes rêves? Me reprendre un Daytona. Vintage. Reprendre un Daytona vintage, oula! Il va nous parler de cinéma peut-être. Les amis, si vous voulez découvrir tout du collectionneur Florent Aka, well known as le petit samouraï sur Instagram, rendez-vous dans Petite Montre entre amis. Florent, je pensais que dans la montre de tes rêves, puisque tu as parlé de MB&F, tu allais parler d'une MB&F comme étant la montre de tes rêves, et tu es venu sur quelque chose de plus convenu. On a une montre inconnue, très originale, des taux, on est très très mainstream, c'est assez paradoxal. Qu'est-ce qui fait que tu irais sur du vintage Daytona? J'ai eu des Daytona, j'en ai plus aujourd'hui et en fait ça me manque. Donc voilà, même si j'ai pas vraiment de ligne directrice, moi en fait. C'est pour ça que d'ailleurs quand on me dit t'es collectionneur de montres,
Je suis pas vraiment collectionneur parce que les collectionneurs, enfin voilà, je me mets pas à leur niveau. Pour moi, les collectionneurs sont des gens beaucoup plus exigeants que moi, avec des lignes directrices, qui cherchent vraiment quelque chose. Il y a un chemin qui est réfléchi. Moi, je suis pas tellement là-dedans. J'ai pas vraiment de ligne directrice. C'est surtout des envies. Et j'ai toujours fonctionné comme ça en fait. J'ai pas trop cherché à remplir des cases précisément. Les Daytona sont venus à un moment. J'en ai plus. C'est pas que je veux remplir une case parce que je l'ai remplie. C'est que en fait ça me manque parce que ça reste une montre quand même mythique. Qu'au poignet, enfin voilà, esthétiquement, je trouve ça très très beau. Pas forcément les modernes céramiques. Ouais, mais tu disais vintage justement. Ouais, plutôt vintage. C'est quoi? C'est moi, c'est un 16520 ouais, primero c'est ça, ou c'est encore avant pré-Daytona? Les pré-Daytona, après, ça devient compliqué aujourd'hui. Les budgets sont quand même vraiment. Enfin là, de toute façon, on parle de montres avec des gros budgets. Donc c'est pas forcément. Non, j'aimerais revenir sur un Zénith. Voilà, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait. Donc 16520, 16523, 16528, ces références-là me parlent. Avec les cornes brossées. Enfin voilà, il y a plein de petits détails par rapport. Cadran noir ou cadran blanc? Ça m'est un peu égal. J'ai d'ailleurs encore des cadrans. Voilà, je peux jouer avec. Je peux jouer à la Barbie. Ah ouais? Ouais. Alors c'est marrant les amis parce que il y a quelques semaines j'ai diffusé un épisode de Petite Montre entre amis qui s'appelait le choc des titans entre ma Speed 145-022 cadran noir et un autre youtubeur, Nicolas de la chaîne Chronique Montre, qui avait une 116-520 cadran noir qu'il avait acheté d'occasion à un horloger qui ne l'aimait pas en cadran blanc. L'horloger l'avait acheté en cadran blanc, avait fait changer le cadran, il l'avait en cadran noir, et donc il a acheté cette Daytona au cadran noir, mais qui d'origine avait un cadran blanc. Donc il a un cadran blanc qui se balade dans une boîte. Et on a bien rigolé sur le sujet, parce que ça veut dire qu'il y a des cadrans qui se baladent sur le marché, quoi. Ah oui, bien sûr. Et ouais, et les cadrans qui se baladent sur le marché, c'est paradoxal, ça aboutit toujours à une Daytona immaculée, jamais touchée, tout d'origine. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces cadrans? Alors je crois qu'à une époque, peut-être que Rolex, pendant les révisions, où il y avait des cadrans qui étaient changés, étaient peut-être moins regardants. Je pense que c'est peut-être là qu'il y a eu un petit peu des cadrans qui, au lieu d'être détruits, sont peut-être partis sur le marché. Je crois que maintenant ils contrôlent ça de façon drastique. Bah oui. Mais par exemple, moi, c'est un bon exemple. La première que j'ai eue, qui était une 16523, en fait, elle avait un cadran blanc et moi je voulais un cadran noir. Mais sur les conseils d'un ami, Patrice Pi, pour ne pas le nommer, il m'avait dit, tu sais, elle est quand même vraiment bien, full set, non poli, enfin vraiment, le cadran, t'en trouveras un. Je lui ai dit, ouais, tu crois? Il m'a dit, oui, ça va se trouver, machin et tout. Donc voilà, j'avais acheté ce Daytona avec un cadran blanc qui était pas forcément celui que je voulais. Ouais. Et j'ai ensuite acheté un cadran noir, et pour pousser le délire jusqu'au bout, j'avais même acheté c'était un cadran noir index diamant. Voilà, ce qui sur un 16523 faisait vraiment une montre, je sais pas, on aurait pu penser que j'étais producteur dans le porno, je sais pas quoi, parce que entre le biton et voilà, mais c'était une montre que j'aimais beaucoup, qui là aussi pour le coup était super originale, qu'on trouvait pas au poignet de tout le monde, qui avait énormément de charme. Et sur les cadrans qui se baladent et ainsi de suite, par exemple, quand tu as des cadrans diamants et qui te disent que c'est cadrans d'origine, en fait, c'est très facile sur les montres de cette époque. En fait, les cadrans diamants, les aiguilles n'ont pas de lume. Et donc, tu vois régulièrement où ils t'expliquent que c'est 16520, 16500, enfin, c'était surtout sur les 16523, 16528 qu'il y a des cadrans diamants. Ouais. Ils t'expliquent que c'est cadran d'origine. Il suffit de regarder. Déjà, première étape, c'est de regarder si les aiguilles sont lumées ou pas. Oui. Si tu as de la lume sur les aiguilles, c'est que c'était pas un cadran diamant. Les cadrans diamants, les aiguilles ne sont pas lumées. Donc là, on touche dans ce domaine à toute la complexité d'acheter ces produits-là. Il faut passer par un pro qui a pignon sur rue, dont c'est le métier. Sinon, là, c'est la foire ou connaître très bien. Comme on dit, on n'achète pas une montre, on achète un vendeur. Voilà, donc on connaît très bien le vendeur et on lui fait confiance. Voilà, sinon, c'est des. Revenons sur cette mine. Tu disais qu'elle a donc une complication cachée. Donc j'imagine c'est au moment de la mise à l'heure. Ouais. Alors là, je vais devoir mettre mes lunettes parce que sinon, moi, je vais pas y arriver. Non, moi, je suis obligé. En fait, il y a une position intermédiaire de la couronne. Je pense que je l'ai peut-être chopé. Et du coup, on passe en heure sautante sur l'aiguille des heures change. En fait, on change d'heure par saut d'une heure. Ce qui permet, en fait, quand on change de fuseau horaire, de ne pas toucher l'aiguille des minutes. On se remet juste là où on veut, sur le fuseau où on est. Là, je vais retourner là.
Voilà. Super. Et donc c'est en heure sautante. Et donc ça c'est une petite complication qui a été rajoutée par manufacture Schwarz-Etienne. Ouais, okay. C'est ça. C'est le mouvement de base, c'est un Célita qui est, je sais plus lequel, mais bon voilà, qui existe dans plein de montres. Là, ce qu'ils ont rajouté, c'est un truc exclusif pour Ming. Cette petite complication que je trouve rigolote. Honnêtement, je ne sais pas vraiment, mais je trouve. Enfin voilà, c'est toujours marrant d'avoir couronne vissée. C'est pas une couronne vissée, non. Ok, c'est pas une couronne vissée. Ok. Alors c'est intéressant parce que pour le coup, Schwarz-Etienne, là, ils ont sorti un modèle fabuleux, la Roma, là, avec un guillochage ultra moderne, mais fait dans les règles de l'art de la haute horlogerie. Absolument fantastique. Et c'est marrant, c'est en fait en préparant cet épisode que j'ai appris que c'était eux qui bossaient en fait sur des specs et des spécificités de mouvement pour des tiers. C'est eux aussi qui font ils ont des fonds de boîte ouverts Ming avec des cadrans bien travaillés, grenaillés, plutôt noirs. C'est Schwarz-Etienne qui fait ça aussi. Je crois que leur partenariat, pour la partie horlogerie, c'est toujours avec Schwarz-Etienne. Et oui, ils ont des mouvements, ils ont des fonds de boîte parfois ouverts quand ça vaut le coup. L'extra plate était avec un fond de boîte ouvert, je crois. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir, et donc ils ont mis un fond plein. Honnêtement, ça me dérange pas. Voilà. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre ? Le cadran. C'est forcément ce cadran. C'est voilà. Franchement, quand le cadran prend la lumière, c'est juste dingue. Alors d'ailleurs, en fonction de la lumière, elle peut paraître marron, mais elle est bien bordeaux. Ouais, mais il est un peu soleillé, hein. Aussi. Non, mais il est. Non, mais c'est ce qui me plaît. Ouais, franchement, là-dessus, c'est le cadran, le cadran. La boîte, je sais toujours pas si j'aime cette boîte. En tout cas, mon poignet, je trouve que c'est canon. Voilà. Après, c'est bien travaillé. Il y a quand même une partie brossée, une partie polie. Les flancs sont brossés, donc ça donne quand même beaucoup de relief à la montre. Voilà, mais comme je le disais tout à l'heure, moi j'aime plutôt les cornes longues et tout, donc on n'est pas forcément sur une boîte qui me plaît, mais bon. Puis en termes de bracelet, il faut mettre des anses courbes. Hein, t'es obligé de mettre des anses courbes. Des anses spécifiques. Ouais. J'ai essayé avec des bracelets droits. T'arrives à le mettre, mais après ça bouge pas bien, et puis esthétiquement, c'est moins sympa. C'est fait pour, même parce que les cornes sont très très courtes. On est un peu comme Journe en fait, les montres de Journe ont des cornes très courtes et ont aussi ce système de bracelet avec en Ouais, et puis c'est fait pour avoir des bracelets qui épousent la courbure de la boîte. Et qui est pas non plus forcément quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi sur les Journes au début, les Journes rondes, j'aimais pas trop justement ce bracelet qui épousait comme ça là. J'aime bien ce petit espace qui se crée en fait avec un bracelet droit. Donc en fait il y a beaucoup de choses qui pourraient ne pas me plaire. Quel est le bracelet d'origine là-dessus ? Parce qu'il bosse avec Jean Rousseau, un maroquinier qui fait vraiment du bon boulot, qui est à la limite de l'industriel et de l'artisanal, donc ça c'est vraiment bien, qui fait des choses en piqué cellier, etc. Là, ils sont bien connus, hein, c'est des Belges, je crois, Atelier Roman. Non, je me trompe Atelier Roman, non, il est français. Il est français ? Il est français. Je crois qu'il était belge. Non, il est français, bien français. T'as pas gardé le bracelet d'origine ? Le bracelet d'origine, alors bon, sans vouloir dire... Enfin voilà, ne me convient pas. Enfin moi ça me convient pas. Déjà c'est un bracelet trop long. Alors il était trop long, ça c'est une chose certaine, avec beaucoup trop de trous. Et puis surtout c'est un bracelet bombé. J'aime pas les bracelets bombés, j'aime les bracelets plats. Ah ouais. Voilà. C'est bizarre ça. Bah ouais, j'aime vraiment les bracelets plats. Non, c'est pas bizarre que t'aimes les bracelets plats. C'est bizarre que sur un modèle comme ça, ils ont mis un côté bombé qui plus c'est bombé, plus c'est sportif. Ouais, alors c'était légèrement bombé, mais bon, enfin moi j'aime pas du tout bombé. C'était un beige un peu plus foncé que ça, un peu grainé. Voilà. Ensuite, moi, il se trouve que les bracelets Atelier Roman, pour moi, je trouve ce qu'il y a vraiment de plus beau. Il a des super cuirs. Il a un atelier de confection qui travaille vraiment de façon exceptionnelle. C'est vraiment de la super qualité au niveau de la fabrication. C'est globalement, je crois qu'il fait que des bracelets comme ça plats, quoi. Enfin, il y a pas de bombé. Ils sont super souples. Tu changes souvent là, t'as les pompes automatiques. Ouais, j'ai plusieurs. J'aime bien changer de bracelet. J'ai un taupe que je mets dessus qui va bien aussi. Donc voilà. Donc moi globalement 100% de mes bracelets viennent de chez Atelier Roman, mes pochettes. Que cuir ou ils font aussi du textile, du tissé, du Non, lui il est vraiment dans le cuir. Il est vraiment dans le cuir, il fait des marmottes. La maroquinerie. Il fait des marmottes absolument magnifiques. Mais en fait, il a des cuirs d'exception. Donc c'est ça aussi qui est sympa avec lui, c'est que vraiment tu peux avoir des objets en cuir, principalement des bracelets, des marmottes, des étuis.
Là, il a sorti des pochettes aussi qui sont super belles. Je crois qu'il va aller sur d'autres produits. Je sais pas si je le laisserai en parler. Voilà. Ouais, il en parlera quand il voudra. Voilà. Mais donc, en tout cas, moi, le bracelet d'origine, c'était pas mon kiff. Ouais. Quel est si tu devais la résumer avec un adjectif? Vous le savez, les amis, sur la plateforme, il faut que vous en mettiez 3 parce que faut quand même un peu que vous mettiez de vous-même. Là, on va pas tu aurais un adjectif pour toi qui la résume. Décalé. Je pense que ça lui va pas mal. Ouais. Hein, ça lui va pas mal. Il y a un petit côté, tout à l'heure aussi, je me dis, un petit côté BD. Tu vois, avec tu vois, comment il s'appelait ce petit personnage italien là, tu sais, au trait, qui arrêtait pas de gueuler, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est des trucs d'anciens, ça. C'est la ligne, la ligne. Ouais, c'est vrai que ce côté des index qui fait comme ça la ligne, ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu ça aussi. Non mais ce décalage entre tradition, guillochage, modernité des index, des aiguilles aussi, c'est dommage, j'ai pas pris la petite lampe. Parce que vraiment c'est assez sympa. De nuit, c'est assez spectaculaire aussi. Les amis, on se régale avec cette nouvelle marque qui passe sur la chaîne, hein, mais vous le savez, petite montre entre amis, c'est aussi l'émotion du souvenir. Et comment on est arrivé à tout ça? On enchaîne pour cette séquence que vous attendez tous. Alors, quel âge tu as, Florent? 26 ans. 26 ans, comme moi, on a le même âge. Voilà, moi je suis de février, toi t'es de juin. Eh ben voilà, c'est tout. Alors, et comment t'as démarré? Tu te souviens un peu? Qu'est-ce qu'elle a été vraiment le plus lointain possible? Un truc où tu te dis, rétrospectivement, ça a commencé avec ça. Je crois que j'ai toujours aimé les montres, même quand j'étais enfant. J'aimais bien les montres. Je crois que ça m'a toujours plu. Ensuite, ado, j'ai croisé quelqu'un qui avait à son poignet une montre Rolex, qui m'avait expliqué le principe du remontage automatique, tout ça. Et à son poignet, je trouvais ça hyper beau. Et vraiment, je m'étais dit waouh. Et puis cette histoire de remontage automatique, enfin, ça m'avait fasciné. Et c'est la première fois que j'ai travaillé de ma vie en fait. J'étais étudiant, j'avais 16-17 ans, je crois, quelque chose comme ça. Job d'été. Et en fait, avec cette première paye de ma vie, j'ai été m'acheter ma première belle montre, une Rolex Air King 14 000. Voilà, avec un cadran blanc. Alors moi, c'était un cadran bleu. Et ça a été ma première montre. C'était en 34 mm à l'époque, ce qui était une taille de montre homme sport à l'époque. Neuve, ouais, je l'avais acheté. Neuve en boutique? Ouais, neuve en boutique. T'as 26 ans, t'es sûr que c'était pas il y a plus longtemps? On va dire la vérité, c'était il y a un petit peu plus longtemps que ça, à une époque où les Rolex n'étaient pas sur liste d'attente, où globalement tout le monde s'en fichait, où on les avait en boutique. Elle était en boutique, voilà. Quel lien tu faisais entre cette sub que tu voyais et une Air King? C'était la marque ou il s'avère qu'elle t'a plu et c'était une affaire de design? Je crois que c'est quand je l'avais vu au poignet de cette personne, en fait, j'avais trouvé ça tellement beau et du coup après j'avais fait attention un petit peu à ce que je voyais et à chaque fois que je revoyais une Rolex, je me disais ah là là c'est tellement beau. Je me souviens de mon dentiste qui avait une Rolex, je lui ai dit ah j'adore votre montre, voilà, j'avais essayé, enfin voilà, c'était le dentiste avec la Rolex. La Rolex, bah ouais, longtemps qu'on l'avait pas vu, voilà, ouais, un avocat avec une Reverso évidemment. Voilà. Et le footballeur avec une bleue ou pas? Bah ouais, pareil. Ils sont passés sur d'autres marques un peu plus prestigieuses. Ils montent en gamme. Hein. Ouais, ils montent en gamme. Mais donc voilà. Et après en plus le côté un peu sport de la montre, pouvoir se baigner. Et cette montre, quand je l'ai achetée, je ne l'ai pas quittée. Mais quand je dis que je ne l'ai pas quittée pendant je sais pas combien de temps, je prenais ma douche avec. Je la quittais même pas pour ma douche. Vraiment, c'était. Non mais en plus que vous ne savez pas, mais moi je le sens là. Je sens qu'il est venu avec. T'es venu avec? Ah non. Malheureusement, mais tu l'as encore. Non. Ah merde. C'est pas que je l'ai vendu, mais c'est qu'on m'en a privé. Voilà. Ah ok. Aïe. Ouais. Donc ça c'est beau souvenir. Beau souvenir. Comment tu rentres. Ouais. De la tristesse, etc. Comment ça s'est enquillé ensuite? Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais deux modèles. Ouais, mais pendant longtemps, j'ai cru que j'avais la montre la plus chère du monde, la plus belle. Enfin voilà, j'étais pas passionné. Enfin, j'aimais les montres, voilà, mais j'avais ma Rolex. Air King, j'étais super content avec. Donc t'étais j'avais 17-18 intéressé, ans. Ouais, okay. Voilà. Mais à quel moment t'es passé de l'autre côté du miroir? En fait, quelques temps après, j'avais dû acheter, je crois, une Reverso quand même. Et un jour, je vois dans un magazine, ouais, exactement. J'ai fait un petit passage avocat entre 22 et 23 ans. Et un jour, dans un magazine, je vois une montre avec un cadran noir et guilloché de façon assez bizarre et tout. Et je découvre le nom de Patek Philippe.
Enfin voilà, et je me dis, c'est super beau. En plus, avec un bracelet caoutchouc, je trouvais l'idée super sympa, ce bracelet en caoutchouc, cette montre qui faisait un cadran un peu bizarre qui ressemblait à une map monde. Enfin voilà. Je me suis dit c'est vachement bien, voilà, et je vais aller voir cette montre en fait. Et c'est là en fait que j'ai découvert vraiment l'univers de la haute horlogerie, si on peut dire, ou vraiment des montres. Donc là, Patek, donc au salon à Paris. Ouais, au salon à Paris, où à l'époque on allait comme ça. À l'époque, c'était Laurent Dremy qui était directeur de la boutique. J'ai encore sa carte de visite de cette première visite, hein, où donc c'était la Quanaut 5065 à l'époque. Ouais. Qui m'avait fasciné. Alors attends, à l'époque, c'était le cadran d'origine très... c'est la première, la 50-65 avec le cadran très marqué. Enfin voilà. Soit grenade ou chocolat, quoi, en fonction. Ouais, alors là, c'était la noire. Les toutes premières, ouais, là, on parle des 50-65 qui étaient dans les années, ça devait être 2007, 2008, 2009, par là. Et donc là, je découvre un univers que je ne connaissais pas. Moi qui croyais que j'avais la montre la plus chère du monde, je me rends compte que non, j'ai pas la montre la plus chère du monde. Que waouh, chez Patek ça pique un peu. Et encore, on parlait d'une Aquanaut en acier. Ça piquait pas à l'époque, hein. Non, ça piquait pas. Non, ça piquait beaucoup, mais ça piquait. Oui, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais bon, il n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé depuis. Patek Philippe, on entrait dans la boutique comme on voulait. Il n'y avait pas besoin de prendre rendez-vous. Les montres étaient disponibles, quelques-unes sport justement comme une Aquanaut. Alors là, c'est là que j'avais découvert le principe de la liste d'attente. Il m'avait dit non, mais si vous en voulez une, faut attendre. Enfin voilà, on parlait d'une liste d'attente à l'époque de 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. De toute façon, quand il m'avait annoncé le prix, j'avais dit waouh, ça pique. Ouais, ça pique. Je suis pas sûr de vouloir tout de suite, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est là que j'ai découvert cet univers. Derrière, j'ai découvert les Patek ou pas? Non, c'est une montre que j'ai jamais eue finalement. Non, c'est une montre que j'ai jamais eue. À l'époque, ils préparaient l'anniversaire de la Nautilus et Laurent Dremy m'avait donné une brochure sur la nouvelle collection qu'ils allaient lancer avec la 5711, la 5712. Il y avait différents modèles comme ça pour l'anniversaire, pour les 40 ans de la Nautilus. Et alors là, quand j'ai vu ça, là, j'ai eu j'aimais bien cet univers années 70 et rien que de l'avoir en photo, je me suis dit c'est vraiment la montre. Ça voilà, c'est ce qu'il me faut, c'est la montre que je veux. Vous avez bien dit qu'il était de la même génération que moi. Il aime bien les années 70. Et oui, il doit pas avoir tout à fait 26 ans. Hein. Il doit approcher de 27 comme moi. Hein. Voilà, exactement. Et cette Nautilus, y aller? Ouais, j'ai fini par y aller. Okay. J'ai eu la chance, mais aussi à une époque où c'était pas du tout, où elles étaient disponibles assez rapidement. Mais ça intéressait pas grand monde. D'ailleurs, moi, je me souviens à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui disaient ça ressemble ressemble à une vieille Seiko des années 70. Il y aurait pas marqué Patek Philippe dessus, tout le monde s'en foutrait. Voilà. Quand je vois le prix que ça vaut par rapport, ça valait le double d'un Daytona en gros acier, quoi. Voilà. Donc les gens trouvaient que ça faisait une grosse différence. C'est à peu près toujours le cas. C'est à peu près toujours le cas. Ouais, c'est ça. 15 000, 30 000 à peu près. Mais donc voilà, beaucoup de collectionneurs qui n'étaient pas forcément adeptes de ce design disaient le double d'un Daytona pour un truc qui ressemble à une vieille Seiko des années 70, c'est n'importe quoi. Enfin voilà, c'était pas dire que tout le monde était comme ça, mais c'était pas une montre qui était particulièrement recherchée. Alors comme c'était une montre en acier qu'il y en a peu chez Patek, voilà, c'était pas des trucs qui te donnaient comme ça. Mais on pouvait en avoir une. Et entre cette Patek 5711 et la Ming là, une parmi d'autres, juste comme ça, dont t'as pas parlé, qui est importante. Parce que tu disais tout à l'heure, je me vois pas comme un collectionneur. Non. Bah ouais, mais en fait, je me suis dit, mais je suis en fait en désaccord avec cette façon de voir. Je pense que collectionner sans ligne directrice, c'est une façon de collectionner comme une autre. On peut aussi, oui, on peut aussi voir comme ça. Et voilà, et puis après, tu sais, tu peux avoir une ligne directrice pendant 5 ans, pendant 2 ans, puis après tu te dis non, mais en fait, c'est une autre ligne que je veux prendre, et puis avec le recul, tu te dis, ah ouais, mais t'es allé par là-bas. Ouais, mais quand tu regardes année après année, ça n'a ni queue ni tête, tu vois. Donc, en fait, la cohérence ou l'incohérence, toi, tu choisis à l'émotion, bah, ta ligne directrice, c'est l'émotion. Donc, quelle est, entre la Patek et la Ming, une qui t'a vraiment marqué en termes d'émotion? Bah, une qui m'a vraiment marqué, je dirais presque autant justement que la Nautilus, c'était l'élégante de Journe. Ouais. Alors là, on parle d'une montre encore qui est très très décalée, hein, puisque Journe normalement, ouais, c'est ça. Alors que Journe, c'est quand même des mouvements d'exception, avec des complications d'exception. Mais il a réussi à faire une montre à quartz compliquée, une quartz façon Journe, avec le fait qu'en fait, quand on la pose, au bout de 35 minutes, elle s'arrête. Et il y a un petit détecteur de mouvement. Quand tu la reprends, en fait, exactement. Mais moi, ça m'arrive de la laisser très longtemps au coffre. Et quand je la reprends, donc même très longtemps après,
bing, les aiguilles se mettent à tourner dans tous les sens. Alors elles prennent soi-disant le chemin le plus court pour utiliser le moindre énergie possible. Et ça se remet à l'heure. C'est quoi? C'est heure, minute, seconde? Ou il y a une heure, minute, seconde. Il y a une date aussi? Non, il n'y a pas de date. Et il a 2 moteurs en fait dedans qui gèrent les minutes et les secondes, je crois. Et il y a un moteur pour les heures. Voilà, elle est proposée en plein de coloris différents. Elle est comment la tienne? Alors, d'abord, elle est sortie en titane. C'est une montre qui est en titane. Moi, j'ai les premiers modèles qui étaient un titane brossé sur le dessus de la lunette. En fait, on reprend la forme des premières vagabondages qu'avait fait Journe. Une boîte un peu plus grande, mais forme tortue, comme ça. Ouais. Donc, on a le dessus de la lunette qui est brossé avec des angles qui sont polis et cadran blanc. Ensuite, ce qui change de couleur assez facilement, c'est que c'est des bracelets en caoutchouc et il y a plein de couleurs de bracelets. Donc, on peut s'amuser avec les bracelets. Ensuite, il a sorti quelques années après une version toujours en titane, mais qu'il appelle Titalite ou Titalite, qui est toujours donc en titane, mais avec un traitement spécial qui fait que la montre, elle devient gris très foncé, qui est assez sympa aussi. Ouais. C'est assez déroutant parce que ça peut presque avoir un qui est lui-même un peu terne par rapport à de l'acier. Ouais, oui, mais alors justement, bon, elle a cette alternance de poli et de brossé qui fait qu'elle elle est quand même assez lumineuse, et l'autre, elle est assez stupéfiante parce qu'en fait, comme c'est du titane et que c'est très léger le titane avec le bracelet en caoutchouc, le fait ce rendu un peu mat, enfin vraiment, on a l'impression d'avoir une montre très très étonnante entre les mains. Et ils ont arrêté maintenant, ils la font avec cadran noir. Ok. Voilà. Tu disais tout à l'heure, parce que j'écoute ce qu'on dit les amis, hein, parfois ils me disent « Ouais, tu les laisses pas parler ». Et je ne fais que ça. Ah, puis je suis bavard. Tu nous as dit tout à l'heure, complication préférée, quantième perpétuel. Ouais, quantième Journe, quantième perpétuel, là, ça s'applique plus, là. C'est extrêmement oui, non, mais c'est pour ça, j'aimerais bien... Mais justement, qu'est-ce qui fait que... Tu vois, c'est ça ma question. C'est que des quantièmes perpétuels, alors après, avec des trucs que venant de Chine, maintenant, il y a des tourbillons chinois, machin, etc. Mais tu prends un quantième perpétuel, là, c'est haute horlogerie suisse. Dire, les Japonais en font pas historiquement. C'est compliqué. La complication veut dire compliqué pour les Japonais. Donc, tu irais sur une marque suisse. Parmi les marques suisses qui font du QP, tu as Journe, tu as Patek, forcément. Ouais, j'aimerais bien. Qu'est-ce qui fait que tu es allé sur une marque qui aurait pu te nourrir avec un QP? Qu'est-ce qui fait que tu es allé sur la plus décalée des modèles qu'il ait pu faire? Parce qu'à l'époque, je pense que j'étais pas... le collectionneur paradoxal. Oui. Je pense que à l'époque, j'étais moins justement... j'étais plus dans les montres sport. Les QP, ça reste quand même des montres habillées. Et puis aussi, je pense les budgets, c'est que les QP dans ces maisons-là, on est quand même sur des prix stratosphériques. Le QP MBNF, je trouve ça sublime. C'est des montres, mais bon, voilà, on est dans des... Chez MBNF, t'es plutôt sur leur modèle plus classique, ronde, même si c'est très en volume, ou alors ce qui ressemble à absolument pas à une montre complètement délirante. Alors il y a parfois qui sont tellement, je vais dire entre guillemets un peu peut-être difficilement portables, pour pas dire importables. Ouais, c'est pas celle que je préfère, mais ouais, les dernières qu'ils ont sorties, je trouve, sont quand même très portables, très très belles. Il y a eu au moment, entre les débuts et maintenant, des modèles qui étaient assez compliqués au niveau des formes, tout ça, qui n'étaient pas forcément ceux que je préférais. Je trouve qu'aujourd'hui, ils ont une ligne absolument magnifique, et que même quand ils font des montres vraiment avec des formes très originales, ils arrivent à faire des montres qui sont super confortables. Enfin, j'ai eu la chance de les essayer à Genève, et ça reste des montres qui sont complètement dingues et portables. Et j'ai la chance de pouvoir avoir un petit bout de la folie de Maximilien Busser. Avec une MAD? Ouais, c'est ça, j'ai une MAD dans les tuyaux parce que... Non, tu l'as ou tu es dans... Non, j'ai fait partie des malchanceux, donc chanceux, puisque là, il a fait un coup. Tiré au sort. C'est un coup mais c'est un coup de génie ce qu'il a fait. En fait, pour il y a eu trois tirages au sort, et ceux qui se sont inscrits les 3 fois et qui ont perdu les 3 fois ont reçu un mail pour leur dire vous avez le droit d'en commander une. Donc pareil, fenêtre de tir, tu avais 1 semaine pour commander. C'est la même que la dernière qui était sortie, qui était donc l'édition verte. Sauf que là, la différence, c'est que sur la couronne, ils ont mis un petit trèfle à 4 feuilles pour dire, voilà, votre malchance s'est transformée en chance. L'idée est juste géniale. Je trouve que c'est un coup... Le trèfle à 4 feuilles, il est sur la base oscillante, visible aussi. Non, il est vraiment juste... Non, c'est pas aussi... Ouais, alors non, c'est un peu des astéroaches. Lui, il fait toujours les références à Goldorak, c'est un peu des astéroaches, cette espèce d'hélicoptère. Donc voilà, on est sur une montre objet, voilà, mais...
Je me souhaite un jour de pouvoir aller sur une MBNF. Là, en tout cas, j'ai la possibilité de toucher un petit peu de la folie, du génie de ce personnage de l'horlogerie, avec un budget beaucoup plus raisonnable. Bon, ensuite, voilà. Qu'est-ce qu'on a du MBNF, les amis? On n'en a pas encore eu sur la chaîne, hein, mais le capitaine Thomas, un pilote de chasse sur Rafale, est un grand fan aussi. Il ne désespère pas un jour d'avoir une MBNF LMX. C'est ce qui l'intéresserait. Florent m'a devancé, les amis. On enchaîne avec la dernière séquence, ta prochaine montre. Mais là, j'ai l'impression que ta prochaine montre, c'est une affaire de temps sur quand est-ce que tu vas recevoir cette mode. Exactement. Bah, je crois il a communiqué il y a pas longtemps sur le fait que normalement, elles arriveraient en mai. Normalement. Là, voilà. Tu verses 50% à la commande, c'est un classique ça ou c'est différent encore? Ouais, là de mémoire, fallait verser 100%. Après, voilà, bon, c'est pas forcément le sujet le plus intéressant des montres de parler d'argent. Non, mais juste sur la mécanique, le montant. Mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on est sur des budgets qui n'ont strictement rien à voir avec MBNF. Ouais. C'est voilà, MAD, c'est vraiment quelque chose à part. On n'est pas sur les mêmes types de mouvements et voilà, ça reste des budgets tout à fait raisonnables, mais c'est le même principe en fait que font beaucoup maintenant. C'est-à-dire que c'est pas des montres qui sont visibles en boutique, c'est soit du tirage au sort, soit une fenêtre de tir pour la commander. Et là, est-ce que tu l'as déjà essayé avec l'un de tes Alors je l'ai essayé, oui, je l'avais essayé. J'avais essayé en septembre. Il y a les Geneva Watch Days, qui est un format que j'aime bien d'ailleurs. C'est dans un hôtel en fait, ils louent les uns et les autres des chambres et on passe un petit peu d'une suite à l'autre. Et comme les amis d'ailleurs, je suis en train d'organiser, si ça vous intéresse, si vous êtes suisse ou si vous êtes français et que vous serez à Genève lors de la semaine des salons, que ce soit Time to Watches ou Watches and Wonders, il y a effectivement toute une série de marques qui sont dans les hôtels le long du lac, qui louent des suites, et puis vous allez les voir, vous dites bonjour, vous discutez, etc. C'est sympa. Je vais organiser un meet-up, un G2G meet-up d'Ali Shoes. J'ai créé un petit groupe WhatsApp, si ça vous intéresse, écrivez-moi, passez-moi vos coordonnées, et je vous dirai si ça a lieu ou non, et où ça a lieu à Genève, 2e semaine d'avril. T'y seras ou pas? Oui, Watch and Wonders, j'y serai. Et voilà. Voilà. Bon, alors ça change pas qu'il faut qu'il nous dise quand même quelle est sa prochaine montre, parce que ça compte pas. Tu nous as dit avant que c'était la MAD en question. Alors donc maintenant. Alors je peux dire que ma prochaine montre, elle est arrivée en fait. Voilà ma prochaine montre. J'ai une petite surprise pour toi. Qu'est-ce qui sort? Hop, je ferme les yeux. Ah bah ferme les yeux, mais tu vois, bon, c'est pas voilà, mais c'est rigolo en fait. Voilà. Vas-y. Bracelet cuir différent. Oui. Toujours de chez Atelier Roman. Qu'est-ce qu'il me fait là? La vache, on est tombé sur un malade. Bah ouais. Non mais c'est la même. Eh oui, mais avec un cadran bleu. Ah ouais. Ils avaient sorti la Bordeaux et la bleue en même temps, et j'avais hésité à me prendre la Bordeaux. Tu viens de recevoir? Ouais, il y a très peu de temps là. Mais non, mais elle vient pas de sortir, donc tu l'as acheté. Non, je l'ai acheté d'occasion, pareil, à un copain. En fait, la Bordeaux m'intéressait plus entre guillemets dans le sens où j'ai déjà pas mal de montres avec des cadrans bleus. Ouais. Donc même si je trouvais le cadran bleu naturellement pour moi, évidemment c'était celui qui m'attirait, mais je me suis dit va sur un cadran Bordeaux. J'ai pas du tout de montre avec ce type de cadran. Donc c'était pour moi plus marrant d'avoir un cadran qui change un petit peu de ce que j'ai beaucoup. Mais il se trouve que quand j'ai vu la bleue au poignet d'un copain, je me suis dit waouh, ce cadran il est quand même dingue et faut que j'essaye de m'en trouver une en bleu. Voilà. Alors ce que vous ne voyez pas parce que le cadrage ne le permet pas, mais Florent a 3 couleurs sur lui. Il a une sorte de bordeaux sur les chaussures, des sneakers Nike. Après il est habillé tout de bleu vêtu comme moi. Ah, vraiment, on n'est pas très original. Et je t'ai amené de l'originalité avec c'est vrai que là, on est avec le bracelet moutarde. Ouais, là, en fait, t'as le combo magnifique. Là, tu peux porter les deux comme ça. Et là, t'es complètement dans tes couleurs, quoi. Bah ouais, j'aime bien en général. Non, mais attends, elle est géniale cette histoire quand même, les amis. Franchement, d'abord, c'est une surprise. Et revenons au début de la conversation. T'as été interpellé par cette montre quand tu voyais les images, mais ça n'a pas été le coup de foudre instantané. Ça a pris du temps, t'en as essayé, celle que t'as essayée, c'est pas celle que t'as achetée, puis un jour tu t'es dit, il faut y aller, t'es picousé là. Ouais, bah oui, je suis picousé, et en fait, comme on dit souvent, une montre, pour bien l'apprécier, faut pas la regarder à son poignet, faut la regarder au poignet des autres, et en fait, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé pour la bleue, en fait, quand je l'ai vue au poignet de mon pote. Tu vas voir sur ton poignet? Quand je l'ai vue au poignet de mon pote, je me suis dit, oh là là, mais j'aurais dû la prendre, la bleue, c'est une bêtise, voilà. Donc je me suis mis en chasse sans être, voilà, je me suis dit, s'il y en a une qui arrive, je la prendrai. Celle-là,
tu l'as eu, donc on est sur du Célita, on est sur un modèle, donc j'imagine, comme c'est des séries limitées, ok, il y a peut-être un premium, donc t'es peut-être quoi, 2000, 2005? Ouais, c'était ça. En fait, bon, après, je sais pas ce que veut dire Chrono 24 aujourd'hui, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui s'amusent à laisser des prix. Oui, mais elles sont proposées à la vente à peu près dans ces prix-là. Après, moi, tout ça s'est fait entre potes. Voilà. Non, mais moi, ça s'est fait entre potes, donc on est sur des prix entre potes, quoi. Non, mais voilà. Mais on est sur des prix sans premium. Ouais, voilà. Mais c'est pas mon propos, en fait. Moi, mon propos était de dire, prenons un exemple, une Kurono Tokyo de Hajime Asaoka, qui a une autre façon de vendre, où là, c'est un nombre de montres, mais c'est extrêmement difficile à avoir. On peut pas en avoir. Et d'occasion, elle coûte très très cher. Donc là, demain, là, j'ai 2000 balles, je peux m'acheter une Ming, ou alors, non, en fait, il faut connaître quelqu'un finalement qui va en vendre, parce que réellement, il y en a pas. Il y en a pas énormément sur le marché. Bon, après, si tu vas sur Chrono 24, il y en a plein. Ensuite, moi, je trouve qu'elles sont proposées trop chères. Après, il suffit de surveiller un petit peu les sites bien connus comme Chronomania, en fait. Voilà. Et là, c'est en général des prix entre collectionneurs. Le CDA. Voilà, le CDA, c'est des prix entre collectionneurs et tout. Donc, et puis quand on regarde qui vend, on voit tout de suite que le track record du vendeur est astronomique. Et puis le marché c'est quand même complètement effondré. Hein, voilà, donc il s'est effondré évidemment sur les pièces qui étaient montées à des prix stratosphériques, mais il s'est effondré surtout. Donc je pense que des premiums sur des marques comme ça aujourd'hui, ça va être un petit peu moins à la mode. Hein, voilà, et puis il s'est effondré aussi sur des trucs qui ont pris des prix parce que ça ressemblait à The Watch, comme dans l'immobilier. Hein. L'immobilier, à un moment ou un autre, l'emplacement, il est premium ou pas, quand c'est devenu lunaire le prix d'un emplacement premium, celui à côté, bien sûr, pas premium, il prend. Alors le jour où ça tombe, celui qui est à côté, il se fait massacrer. C'est sûr qu'il y a certaines marques et certains modèles qui évidemment ont rebaissé mais restent quand même très très haut. Par contre, ceux qui avaient profité pour grimper en même temps que les autres, la chute peut être un peu rude. Donc voilà, là il y a un premium. Est-ce que c'est pas salvateur à un moment ou un autre, le prix des choses, c'est tu vois, Ming en préparant cet épisode. La marque a été créée en 2014, le premier modèle effectivement en 2017. Ils ont fait 50 modèles différents. Donc, c'est déjà pour une jeune marque, il y a une colonne vertébrale stylistique en termes d'ADN et en termes d'approche, et à un moment ou un autre, dans quelque chose qui est à la frontière entre le produit industriel, l'art, l'artisanat et la pure passion, à un moment ou un autre, l'ADN de ce que tu achètes, ça fait partie du prix. Oui, complètement. Donc, un truc en carton qui est devenu hyper hype en 2 ans, c'est pas étonnant qu'il s'effondre. C'est ça. Non, mais là, bon, voilà, pas non plus. Ça reste des montres hyper confidentielles. Personne connaît, à part quelques illuminés dans la collection de montres. Donc voilà, oui. Les dernières que j'avais vues passer, il y avait un petit premium. Enfin bon, voilà, quelqu'un qui en veut vraiment une, il suffit qu'il soit attentif aux petites annonces qui tombent à droite à gauche. Tu as de la concurrence, mon cher Florent, parce que sur la plateforme, il y a déjà 2-3 avis. On n'a pas beaucoup de Ming. Mais avec des photos qui déchirent, avec d'autres coloris, et toujours avec ce même sourire. Moi, j'aurais envie de dire que ces montres-là, elles sourient, elles sont simples, elles sont ludiques, tout en étant ultra classiques. Beau paradoxe, beau pied de nez, comme quoi on peut avoir quelque chose qui touche à la haute horlogerie ou un message de haute horlogerie avec un cadran guilloché, et puis des index tirés de la bande dessinée ou de la science-fiction. Quel dommage, je vais éteindre la lumière, on va regarder le Super Luminova. Florent, merci beaucoup. Je t'en prie. Les amis, si vous voulez venir participer, www.dalichus.fr, on en est à plus de 300 invités, que ce soit sur le canapé de Petite Montre entre amis ou en distance avec Duel Time. Si vous voulez écouter des clients loin du baratin marketé et formaté qui parfois nous pèse, parfois ça nous fait rêver, mais quoi de mieux que la sincérité, l'outrecuidance, l'humour, l'émotion, et puis parfois le côté kafkaïen, pourquoi on aime quelque chose qui sert à rien. Et ça, c'est fabuleux. Merci Florent. Ciao, ciao les amis. Au revoir.